Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une collection assez fascinante, hein. Une liste de 55 œuvres littéraires. Ça va des mythes comme l'Odyssée jusqu'à des romans très récents comme Petit Pays. Oui, Et bien sûr, des classiques, Madame Bovary, 1984. On a des résumés, des analyses pour chaque titre. effectivement. Alors l'idée, ce n'est pas de faire une fiche de lecture pour chacun, ce serait un peu long. Ah oui, clairement. Notre but, c'est plutôt de chercher des fils conducteurs, voilà, d'identifier quelques grandes interrogations qui traversent toute cette sélection, qui est très variée d'ailleurs. Exactement. Qu'est-ce que cette bibliothèque un peu condensée nous révèle sur les grandes questions humaines? Alors, voyons voir. Un premier thème qui saute aux yeux, je trouve, c'est la critique sociale et aussi les mécanismes du pouvoir. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant de voir comment ça évolue. Si on prend Bel Ami, de Maupassant, Mhm. on a une description vraiment fine de l'ascension sociale par la séduction, par la manipulation des médias, la corruption, dans le Paris du 19e. Une critique assez acerbe, en fait, de l'arrivisme de cette époque. Et si on met ça en parallèle avec 1984 d'Orwell, écrit beaucoup plus tard, la nature du pouvoir critiqué change radicalement, non? On passe de la séduction et du journalisme à... À la surveillance totale, Oui, à la surveillance d'État, au contrôle du langage, le fameux novlangue. C'est encore la même critique ou c'est autre chose? c'est une très bonne remarque. Chez Orwell, le système est totalitaire. Le pouvoir ne veut plus juste influencer, mais carrément abolir la pensée individuelle. C'est ça. La manipulation du passé, du langage, c'est l'outil ultime. On pourrait dire que c'est un écho, mais amplifié, systématisé de ce qu'on voit chez Maupassant. Mais l'échelle, la technologie de contrôle, ça n'a plus rien à voir. D'accord. Et n'oublions pas la ferme des animaux. Ah oui, Non, l'allégorie parfaite qui nous rappelle que le pouvoir, même quand il part d'une bonne intention, peut se corrompre de l'intérieur. C'est presque intemporel comme message. d'accord. Donc ça, c'était le pouvoir. Mais au-delà du politique ou du social, il y a un autre courant très très fort dans ces œuvres. C'est bien sûr l'exploration de la condition humaine, l'intime quoi. La solitude, l'identité, l'amour, la mort, la quête de sens. Absolument. Et là, on peut penser à L'étranger de Camus, l'indifférence de Meursault. Oui, Face aux conventions, face à la mort de sa mère, ça met en lumière l'absurdité de l'existence pour Camus. Mais ça choque la société qui, elle, a besoin de sens, de rituels. Son procès, finalement, c'est presque le procès de son étrangeté au monde social. et cette absurdité, on la retrouve d'une autre manière, plus fantastique, chez Kafka dans La Métamorphose. Tout à fait. Grégor qui devient un insecte, c'est pas juste une histoire bizarre, c'est une métaphore terrible de l'aliénation, de la perte d'identité, de la déshumanisation même, dans la famille qui finit par le rejeter complètement. C'est l'exclusion radicale, oui. Et ces questions sur l'identité, l'amour impossible, la fatalité, elles sont anciennes. Pensez à Tristan et Iseult. Le filtre d'amour? Voilà, le filtre qui dicte une passion tragique, interdite. Ça pose la question de la liberté face au destin, face à la force des sentiments. Ou alors, plus terre à terre, plus social, des souris et des hommes de Steinbeck. Hmm. La difficulté de garder des liens simples, des rêves modestes, face à la dureté du monde, à la précarité. Ça sont nos fragilités, tout ça. Et face à ces systèmes sociaux qui écrasent parfois, il y a ces doutes existentiels, et ben logiquement, il y a un troisième grand thème qui ressort. C'est la résistance, la quête de liberté. Tout à fait. C'est flagrant dans Fahrenheit 451 de Bradbury. Oui. Dans cette société où on brûle les livres, la résistance, c'est quoi? C'est préserver la culture, la pensée complexe, la mémoire, tout ce qu'incarnent les livres, en fait. C'est résister à l'abrutissement généralisé par le divertissement permanent et la censure. Sauver un livre, c'est sauver un peu d'humanité. Et cette idée de résister en préservant l'humain, elle prend une force incroyable et très réelle dans les témoignages. Je pense évidemment à Si c'est un homme de Primo Levi Bien sûr, ou au journal d'Anne Frank. Là, c'est l'écriture elle-même. Le simple fait de raconter, de témoigner, ça devient un acte de résistance absolue face à la déshumanisation, face à la barbarie nazie qui voulait nier leur existence même. c'est exactement ça. C'est affirmer sa dignité, sa mémoire individuelle contre la machine à broyer. Et puis, il y a aussi une résistance plus symbolique peut-être, presque absurde, mais tellement essentielle. C'est Béranger dans Rhinocéros de Ionesco. Ah oui, le dernier homme. Voilà, le dernier homme qui refuse de devenir un rhinocéros, qui refuse de céder à cette épidémie de conformisme.
Il est le dernier rempart de l'individu face à l'uniformisation. C'est fascinant de voir comment toutes ces œuvres, si différentes, dialoguent entre elles, en fait. Elles creusent les mêmes questions fondamentales sur notre vie en société et notre vie intérieure. Oui, elles offrent vraiment un kaléidoscope de regard sur la justice, la liberté, le pouvoir, le sens. Repérer ces échos entre les textes, ça aide à saisir plus vite la richesse de ce patrimoine et les grandes questions qui l'animent. C'est une sorte de raccourci pour mieux cerner les idées fortes qui traversent la littérature. Et qui nous traversent nous aussi, finalement. Et pour finir, peut-être une question à garder en tête. Comment tous ces récits, que ce soit des mythes très anciens, des satires sociales ou des témoignages poignants, comment est-ce qu'ils continuent, encore aujourd'hui, à nous éclairer sur nos propres choix face aux pressions conformistes, aux injustices et dans notre propre quête de sens?